Bonsoir à tout le monde, je vais même recommencer une deuxième fois, comme ça je ne commencerai pas par un bafouillement. Bonsoir à tout le monde, merci de votre présence nombreuse pour ce premier webinaire des cahiers pédagogiques pour cette troisième saison, webinaire qui est notre 21e, je crois, qui est enregistré, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube très rapidement. Il a pour titre « Respect ». Il est consacré au dernier numéro des cahiers pédagogiques, le numéro 579 qui porte ce titre, « Respect ». Vous pouvez le trouver en vente sur notre librairie, dans une nouvelle maquette très belle. Nous sommes vraiment très fiers du travail qui a été fait par la rédaction et par les salariés, par notre graphiste sur cette maquette. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite depuis 28 jours. C'est donc mon premier webinaire de retraité. Le chat sera scruté par Ben Aïda. Bonjour Ben. Bonjour, Ben Aïda, je suis professeur des écoles, formateur également, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et effectivement, je vous attends dans le chat pour vos questions, vos discussions, vos commentaires. À tout de Voilà. suite. Et Ben n'est pas encore retraité. Donc, merci de laisser caméra et micro fermés. Vous pouvez intervenir dès maintenant avec Ben. Nous allons répondre à certaines des questions que vous avez pu poser lors de votre inscription. Aujourd'hui, nous avons 4 invités, les deux coordonnateurs du dossier et 2 des autrices de ce dossier. Julien, bonjour. Bonjour, donc Julien Garrigue, je suis enseignant-chercheur à l'INSPEDEX Marseille auprès des conseillers principaux d'éducation et j'étais moi-même conseiller principal d'éducation pendant de nombreuses années. Donc, qui tu allies et la recherche et la pratique, enfin, que tu as bien connu. Julien, donc, de quoi parle-t-on quand on parle de respect, en particulier à l'école, évidemment? Alors, quand on parle de respect à l'école, la manière dont on l'a réfléchi dans ce dossier, ça a été d'abord de s'apercevoir que bien souvent, on parlait de respect comme quelque chose qui manquait, et qui manquait en particulier à l'école, avec une idée qu'aujourd'hui, il y aurait un manque de respect important dans notre société, dans nos écoles, et que ce manque de respect en particulier serait à l'origine de difficultés que pourraient éprouver les enseignants et les enseignantes dans les écoles et dans les établissements scolaires, ce qui justifie aussi en partie des injonctions à rétablir le respect, à rétablir l'autorité, et donc à faire qu'il puisse y avoir une forme de respect qui permette aux enseignants et aux enseignantes d'exercer dans les établissements scolaires. Et si on regarde le respect comme ça, on regarde le respect comme quelque chose qui rentre dans une relation hiérarchique avec la nécessité qu'un certain nombre de personnes respectent d'autres personnes qui leur seraient supérieures, soit parce qu'ils sont plus âgés, soit parce que ce sont leurs patrons, soit parce que ce sont leurs enseignants. Voilà. Et cette question-là poserait aussi en fait la question du respect comme quelque chose de relatif. On ne se respecterait pas obligatoirement de la même manière en fonction des époques, des sociétés. Voilà. Donc, là-dessus, en fait, en négatif, on pourrait concevoir le respect comme quelque chose qui serait presque une arme de domination des dominants vers les dominés. Et enfin, voilà, des ouvriers qui devraient le respect à leur patron et donc qui seraient dominés par leur patron et avec même une forme de quelque chose qui serait lié aussi à des formes de mépris dans la relation de classe, des éléments de cet ordre-là. Alors, après, de manière un petit peu plus directe comme ça, on se dit que le respect, c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin pour être bien avec l'autre, pour être bien avec les autres. Et donc, le respect serait quelque chose qui serait plus de l'ordre d'un besoin psychologique, d'un besoin affectif. Et dans cette mesure-là, en fait, le respect, c'est quelque chose qui pourrait se voir avec des marques de respect, qui pourraient nous être adressées. Et alors, si on continue là-dessus, on se dit, et dans le dossier, Michel Tosi parle du respect comme une valeur universelle.
et donc alors, qui est vraiment en écart avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire une valeur universelle qui ne serait pas liée à un statut, qui ne serait pas liée à une hiérarchie particulière d'âge, de statut social, etc., mais le respect qui serait tout simplement dû à tout être humain parce qu'on reconnaît dans l'autre un être humain et que comme c'est un être humain, cet autre, on lui doit le respect. Donc ça veut dire qu'on lui doit le respect au-delà des différences qui pourraient être des différences de hiérarchie, qui pourraient être des différences d'âge, de statut, etc. Et donc le respect, dit Michel Tosi dans cet article, selon Emmanuel Kant, c'est un impératif catégorique, universel, une valeur universelle humaine qui dépasse ces éléments hiérarchiques. Et on pourrait dire même, pour aller plus loin, Françoise Lorcerie, ici présente, en parle de cette manière-là, c'est que le respect, finalement, peut-être qu'il est d'autant plus important qu'il s'adresse aux plus faibles, aux plus vulnérables. Françoise nous parle de Janusz Korczak, qui parle du respect dû à l'enfant, avec cette idée que les plus fragiles, les plus faibles, il faut leur adresser quelque chose qui serait de l'ordre du respect, justement parce que ces êtres humains plus fragiles, plus en situation de vulnérabilité, nécessiteraient notre attention particulière. Alors, si je reprends ça dans le cadre de l'école, il faut évidemment quand même bien se dire que la question du respect, elle se pose d'abord pour les enseignants et les enseignantes sur le fait qu'on a besoin d'être respecté parce qu'en termes de relations sociales, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour installer la classe, c'est nécessaire, etc., etc. Et donc, et je terminerai là-dessus, on va se poser la question aussi, et on s'est posé la question tout au cours de ce dossier sur le respect. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est un objet d'apprentissage? Et voilà, on essaye de donner des pistes aussi dans cette direction-là tout au cours de ce dossier. Ce qui est très curieux, c'est que le mot respect peut s'utiliser aussi dans le sens respect. Hein. C'est bien ce que tu as fait, respect, quoi. C'est une vieille expression qui était utilisée. Françoise Lorcerie, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Moi, je suis au CNRS depuis longtemps, mais j'avais été auparavant professeure de lettres dans le second degré et puis formatrice MAFPEN aussi. Et maintenant, je suis donc au comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Et, alors, Françoise, oh pardon, je t'interromps, mais non. Tu coordonnes ce dossier avec Julien et c'est un dossier très riche. Est-ce que tu peux nous parler du plan, des formes d'articles, de ce que l'on trouve dedans? Alors, volontiers. Donc, comme l'a dit Julien, le respect, c'est quelque chose qui est difficile à définir et qui est différent des asymétries de statut. Il a parlé de domination, mais le fait de rechercher à assurer le respect pour chacun n'implique pas évidemment de nier qu'il y a des asymétries de statut. Ça, c'est un point très important. On s'est dit que c'était un régime de relations tel que chacun soit assuré de sa dignité. Mais la dignité, ça n'empêche pas les asymétries de statut. On a pris comme exergue une petite phrase de Balzac que vous trouverez au-dessus de notre éditorial, qui est « Le respect est une barrière qui protège également le petit et le grand. Chacun de ce côté peut se regarder en face. Le respect est une barrière qui protège, et qui protège donc de l'humiliation, du mépris, qui assure le respect de soi, qui assure la dignité de chacun, tel que chacun, de son côté, le petit comme le grand, peut se regarder en face. Donc c'est une phrase qui est très pertinente par rapport à ce qu'on a essayé de faire. Donc, ceci posé, on s'est dit, puisqu'on doit former au respect, c'est que le respect se travaille comme une compétence. Et du coup, on a retrouvé dans les compétences l'idée de l'analyse des compétences en termes de famille d'apprentissage ou de famille d'objectifs, comme on dit parfois, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et également, s'agissant du respect, un engagement, quelque chose de proactif. D'où le plan. En fait, notre plan, il est calqué sur ces grandes familles d'apprentissage-là. On a commencé par une première partie qui traite des savoirs associés au respect. C'est quoi le respect? Donc, il y a quelques définitions. Il y a
plusieurs articles importants qui permettent de définir le respect comme une attente de reconnaissance de sa propre dignité, qui conditionne le fait qu'on est capable aussi de reconnaître à autrui sa propre dignité. C'est réciproque, c'est mutuel dans ce sens-là. Donc, une protection contre les humiliations. Alors, il y a différents articles qui parlent de ces questions-là, et un article de Pierre Kahn aussi qui dit, et les MC là-dedans, les MC, c'était la matière qui était supposée pouvoir travailler à fond sur cette question. Il se trouve que le programme de MC a été reformulé sous le ministère de Jean-Michel Blanquer dans un sens décevant pour Pierre Kahn, et il nous aide à comprendre en quoi, et du coup à mieux cibler ce que l'on peut faire dans ce programme de MC en utilisant les marges de liberté que l'on a. Deuxième partie, savoir-être. Notre partie sur les savoir-être liés au respect, elle parle beaucoup d'émotions, elle parle beaucoup d'empathie. On a un article de Jérôme Visioli qui parle de l'intelligence émotionnelle, qu'il faut repérer et travailler avec les élèves, et puis des articles qui traitent des parents, de Evelyne Bechtold, qui est IPR de philosophie, explique comment, en tant que jeune prof, elle a eu peur de la parole des élèves, et comment il faut dépasser cette peur, justement. Là encore, il y a une question d'émotion. Ahmed Khalifa, qui est prof d'arabe, explique aussi comment cette peur est celle des élèves parfois, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la vie scolaire, mais qui sont liées au contexte social plus généralement. Bref, je ne vais pas tout énumérer. On a donc différents articles dans cette partie sur les savoir-être qui vont nous aider à comprendre comment le respect repose sur le développement de l'empathie à l'égard d'autrui et de l'assurance à l'égard de soi-même que l'on est respecté, justement. Troisième partie sur les savoir-faire, les pratiques. Alors là, on a des exposés sur l'usage du débat, de la discussion. Un grand article qui a été mis sur le site de collègues, 3 collègues de l'école internationale d'Atlanta aux États-Unis, qui expliquent comment leur école a mis en place tout un dispositif à tous les niveaux pour travailler sur cette dimension du respect, avec en particulier des cercles de discussion, de la justice restaurative, enfin beaucoup de choses, beaucoup d'outils que les lecteurs trouveront donc sur notre site en libre accès. Un article sur le cyberharcèlement, et plus généralement aussi un article sur le harcèlement, avec une idée de Marie-Laure Armand qu'elle soulève, que dans le harcèlement, parfois on se préoccupe du harcelé, c'est bien normal. Il faut aussi se préoccuper, d'un point de vue éducatif, du harceleur. Et elle développe une méthode qui s'appelle préoccupation partagée pour travailler dans ce sens de la restauration d'une dynamique dans la classe et d'une relation apaisée dans la classe. Et puis, dernière partie, donc cette méthode a été décrite dans un webinaire, d'ailleurs. On a fait un autre avec Marie Cartier. Donc, la quatrième partie. La quatrième partie, c'est l'engagement, avec l'idée d'être proactif, de développer des dispositions à faire, avec en particulier, je ne sais pas pourquoi je dis ça, donc entre autres, un article de Rodrigue Coutouli, qui est chef d'établissement et qui montre comment en fait le respect doit se penser quand on est chef d'établissement notamment, mais même quand on est prof ou personnel, de façon systémique en fait. C'est beaucoup mieux quand le respect se travaille de façon systémique à tous les niveaux et dans toutes les dimensions de l'espace scolaire. Dans ce sens-là aussi, l'article de Sylvie Gros qui montre à quel point voilà, le respect, c'est plein de petites choses en fait qu'il faut assurer dans le quotidien. Je ne peux pas ne pas mentionner aussi l'article de Marc Rosmini qui nous a fait beaucoup discuter entre nous au niveau du comité de rédaction, qui est un article de poil à gratter à propos de la minute de silence, et je laisse les auditeurs aller voir cet article. Donc, pour résumer, il y a des articles d'analyse, mais aussi des articles d'outils, beaucoup d'articles qui présentent des outils, des méthodes. À chaque fois, dans chaque partie, il y a un article qui est sur le site, et l'ensemble se termine par des fiches de compétences, des fiches d'analyse de compétences qui sont également sur le site, et que donc dans lesquelles on a essayé de montrer comment
les 4 parties du dossier peuvent se traduire en termes de famille de compétences, de famille d'objectifs d'apprentissage et comment les différents articles du dossier y réfèrent. Bien entendu, dans un article, on ne peut pas réduire un article à telle ou telle dimension. Souvent, les articles sont plus complexes, ça supposait une certaine simplification, mais c'est surtout une façon pour nous d'encourager le lecteur à poursuivre en fait le travail de questionnement pour lui-même, ses collègues, en se demandant comment construire des séquences sur le respect. Je voudrais aussi signaler qu'en contrepoint de chaque partie, il y a un article qui nous vient de l'échange que nous avons eu avec la classe de philosophie de Maïssa Falla à Marseille, qui font contrepoint donc, de chaque partie. Merci Françoise. Donc, vous remarquez, et déjà dans les intitulés de nos invités, dans les fonctions de nos invités, qu'il y a un vrai basculement, une vraie oscillation entre la recherche et la pratique dans nos dossiers, dans les personnes qui écrivent pour nos dossiers aussi. Et Guillemette et Marine vont maintenant nous parler de leurs articles. Bonjour Guillemette. Bonjour. Voilà, Guillemette, tu as écrit un formidable article. En fait, c'est un entretien dans lequel tu parles de ton évolution dans la classe, de jeune enseignante à enseignante toujours jeune, mais voilà, avec un peu plus d'expérience. On pourrait se demander, à la lecture de cet article, quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce qui pourrait faire gagner du temps pour un enseignant qui s'installe dans le métier? Voilà. Comment instaurer en fait cette relation du respect? Voilà, rapidement, donc ça fait 20 ans que je suis enseignante et j'ai fait 10 ans au collège et 10 ans au lycée. Et dans cet entretien, l'entretien m'a permis en tout cas de mettre en évidence exactement ce que disait Julien Garry tout à l'heure. Si je devais donner un conseil, ce serait de comprendre qu'on ne peut pas rester dans ce besoin que l'on a quand on démarre enfin en tout cas qui était le mien. J'avais le sentiment que le respect m'était dû et donc j'étais dans une relation hiérarchique et que je n'avais pas à le solliciter puisque par mon statut, les élèves me le devaient. Point. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que en fait la relation, c'était pas du tout de la part des élèves, hein, c'est ce que j'appelle le recentrage ou la focale qui s'est recentrée, puisque le moteur du respect ne devait pas être prioritairement venir des élèves, en tout cas de cette exigence que j'avais d'eux, mais qui devait venir que la relation se construisait par moi-même. Donc, je me suis recentrée sur ce que moi, je pouvais attendre ce que je pouvais, de ma propre réflexion autour du mot respect. Et ça m'a amené aussi à être beaucoup plus clair sur le périmètre de la relation. Donc, basculer sur cette deuxième partie, à savoir davantage une valeur universelle de tout être humain, comme l'a dit Julien tout à l'heure. Et donc, recentrer sur non pas une exigence. Le respect n'était plus une exigence, mais le respect est devenu une relation entre les élèves et moi, dont j'étais un moteur essentiel, puisque c'était à moi de construire par les gestes, par une pédagogie, par une attitude, par des mots, des paroles, une posture aussi, un comportement vis-à-vis des élèves, que j'étais le moteur dans la construction de ce respect. Et par une forme d'exemplarité aussi. Je ne peux pas attendre des élèves du respect si moi-même je ne suis pas en mesure de le leur rendre à l'identique, tout en intégrant ces idées de statut dont parlait aussi Françoise. Voilà. Oui, mais quand tu dis les élèves doivent le respect, on doit quelque chose quand on a reçu quelque chose, c'est don et contre-don, ils doivent le respect, et qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Qu'est-ce qu'on leur donne en échange quand j'ai mûri, en tout cas quand j'ai avancé dans ma réflexion, qu'est-ce qu'on leur donne en échange? C'est un petit peu ce que je commençais à développer, à savoir une posture, un positionnement, une manière de leur parler, une manière de préparer les cours, une manière de considérer qu'ils sont dignes du temps que je vais consacrer à préparer mes cours, à corriger mes copies, à considérer, comme je dis dans l'article, que si je dérape, je m'excuse et qu'en fait, il y a tout le temps un équilibre, il y a une renégociation, un ajustage permanent, entre d'une part assumer la dissymétrie du statut,
qui est évidente entre l'éducateur et l'éduqué, et tout en jouant en même temps avec l'égalité entre les deux individus qui sont la femme enseignante et le jeune homme ou la jeune fille élève. Mais donc, c'est jouer en permanence entre cette dissymétrie et cette égalité. Oui, tu utilisais une très belle image en disant quand je prépare mes cours, je les vois. Je les imagine. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Marine, bonjour. Bonjour. Merci de cette présence. Vas-y, pardon, je ne te laisse pas te présenter. Donc, Marine Rouget, je suis professeure des écoles à Marseille, en REP+. Je suis aussi correspondante académique du CRAP sur l'Académie d'Aix-Marseille. Ouais. Donc, le CRAP, Cercle de recherche et d'application pédagogique, c'est l'association qui porte la revue, les cahiers pédagogiques, et Guillemette, on n'a pas nommé, c'est Guillemette Lejeune également. Voilà. Donc, merci Marine d'être ici. Donc, toi, tu as interrogé, tu pratiques quelque chose qui est formidable, qui est les ateliers de philosophie, les débats philosophiques, et tu as interrogé des élèves de CM1, CM2 lors d'un débat philosophique sur la notion de respect. Qu'est-ce qu'il en sort de leur représentation? Donc, des classes de CM1, CM2, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, tout à fait. Donc, avec une classe de CM1, CM2, on a fait cette discussion au cours de laquelle je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas tous exactement de la même chose. Parce que si certains discutaient de l'importance d'être respecté ou de respecter autrui, le mot respect pour quelques élèves évoquait le fait de se faire respecter. Et donc, en simplifiant, parce que bien sûr, chaque personne a ses propres représentations, mais en schématisant un peu, il y aurait des personnes pour qui le respect, c'est quelque chose qui est dû un peu à chacun. Et puis quelques jeunes pour qui le respect se négocie, s'acquiert, avec cette notion qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans les interventions de lycéens qui ont été rajoutées là, par Françoise Lorcerie et Julien Garrick. Cette idée, je respecte ceux qui me respectent. Donc, si tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et je ressens que pour certains élèves, c'est un attendu familial. Alors bien sûr, c'est une minorité d'enfants, mais il y a une espèce d'injonction à se faire respecter. On est un peu dans cette idée de code d'honneur, ou de ne pas laisser passer le moindre affront. Et on sent que pour les enfants qui sont dans cette représentation-là, c'est compliqué parce qu'en gros, ce qu'on attend d'eux au niveau de... Enfin, voilà, la représentation qu'ils ont n'est pas du tout compatible avec ce qu'on accepte d'eux à l'école. Ils sont un peu dans une impasse mentale, ils doivent défendre leur honneur et en même temps, dès qu'ils vont essayer de le faire, ils vont se faire taper sur les doigts à l'école. Et je trouve ça intéressant d'avoir conscience de ça quand on va gérer des conflits avec ces élèves-là, de comprendre qu'est-ce qui se joue pour eux à ce niveau-là. Voilà. Après, on pourrait discuter qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, il faut défendre, voilà, il faut se faire respecter, il faut affirmer quelque chose pour avoir droit au respect. Voilà. Après, c'est des questions de société. Je ne sais pas si c'est un rapport à des vécus d'humiliation, des statuts sociaux. Ou voilà. En tout cas, c'est intéressant de lever ce malentendu-là. Il y a très certainement, et on y reviendra dans le fil de ce webinaire, la question de l'altérité qui se pose, savoir prendre en compte celui qui est en face. Ben, est-ce qu'il y a des choses à dire sur le chat? Alors, pas encore beaucoup de questions, mais quand même une assez fondamentale. D'abord, une remarque de Luc Taral, là, qui est auteur d'ailleurs dans ce dossier. Développer l'horizontalité qui n'est pas simple en soi, dans un contexte où en effet, il y a beaucoup de verticalité. Une question, le respect a été défini par le ministère comme un des 4 savoirs fondamentaux. Alors, lire, écrire, compter. Qu'en pensez-vous que cette dimension, ce savoir fondamental, savoir, compétence, savoir-être, posture, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'en pensez-vous? Julien, peut-être? Je peux réagir vite à ça parce que ça a fait un peu partie aussi du déclencheur de notre réflexion, de se dire, OK, le ministère définit ça comme un des savoirs fondamentaux, mais de manière assez floue et sans
sans véritable objectif d'évaluation, sans véritable outil de développement de cet apprentissage fondamental. Et donc, avec Françoise, on s'est dit, OK, prenons la balle au rebond et voyons en quoi ça peut être un apprentissage fondamental. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'aller creuser à la fois sur qu'est-ce que c'est comme savoir, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à travailler ça de manière un petit peu plus précise, parce que effectivement dans l'appréhension ministérielle, c'est le savoir, le respect, c'est un savoir fondamental et c'est un savoir fondamental dans une logique, les élèves doivent respecter leurs professeurs si on veut pouvoir apprendre le reste. Donc nous, ça nous a semblé un petit peu léger. Et donc, du coup, on a essayé d'aller voir. Et effectivement, dans les questions du ministère, c'est on apprend le respect dans le MC. C'est aussi pour ça qu'on voulait voir ce qu'il en était et qu'on est allé chercher des pratiques, etc., qui ne sont pas si simples que ça et pas si faciles que ça à mettre en œuvre. Voilà. Oui, c'est-à-dire il y a toujours ce problème de la verticalité, comme disait Luc, et aussi du fait que le rapport d'autorité n'enlève pas l'égalité en humanité, quoi, qu'il faut toujours avoir en tête. Mais est-ce que ce respect s'enseigne, Françoise? Est-ce qu'on peut enseigner à des enfants le respect, alors que peut-être dans leur famille, je vais raconter une anecdote, par exemple, que j'ai écrit un article qui a le beau titre de Robert, tu nous emmerdes, et vous le lirez, c'est une anecdote qui m'est arrivée en début de carrière, et un élève, un jour, qui n'était pas ce fameux Robert, est venu me dire bonjour, il était tellement content de me voir, il m'a serré la main, sa mère l'a appelé un peu vivement, il s'est retourné vers elle et il lui a dit, pardonnez-moi, tu me fais chier, tu vois bien que je dis bonjour à monsieur Léon. Voilà. Donc il y a un vrai hiatus entre le respect qu'il me marquait, puisqu'il tenait à me dire bonjour, un élève de 5e, et en même temps les propos orduriers, et incroyable, à mon sens, qu'il tenait au niveau de sa mère. Donc est-ce que ce respect s'enseigne, Françoise? Eh ben, c'est compliqué, effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, il y a différents cadres sociaux dans lesquels s'éprouve cette relation de respect, de relation à autrui, qui permet de protéger sa propre dignité. L'exemple que tu viens de donner montre bien que, et puis l'exemple que donnait aussi tout à l'heure Marine, montre bien que les cadres sociaux ne fonctionnent pas tous sur la même exigence éthique de relation. Je crois que c'est pas un problème. C'est vrai que certaines familles ne fonctionnent pas comme, la façon dont devrait fonctionner l'école idéalement, mais les familles, les pères, les compagnons, ça veut dire les camarades, ça n'enlève rien à l'importance de la mission de l'école sur ce sujet-là. Et je dirais que cette mission, elle se décline en deux. D'une part, il y a effectivement tout le programme d'enseignement de citoyenneté, de formation à la citoyenneté, etc., qui est bien connu, qui n'est pas une innovation. On sait bien que ça existe, même si on sait trop bien l'assurer. Mais il y a également l'expérience scolaire, sur quoi insistait Guillemette et puis aussi Marine, c'est-à-dire la façon dont les élèves sont traités par les profs en tant qu'élèves. On a dans le dossier un texte d'Alexandre Paul qui s'intitule « Ma fille serre les dents ». Voilà, il y a des moments où les élèves sont humiliés par les profs. Il y a même des profs qui humilient assez régulièrement les élèves. Ça fait partie de l'expérience scolaire. C'est fondamental pour la formation de la personnalité des élèves. Donc, je pense que l'école, elle a un rôle non seulement pour enseigner formellement la citoyenneté et tous les savoirs qui vont avec, mais aussi pour faire l'expérience de soi, de la capacité qu'on a d'être un acteur de cette société qu'est l'école, d'avoir le sens de sa propre valeur et de la valeur des autres, etc. Donc là, on revient à cette phrase de Balzac sur le respect, qui est une barrière qui protège soi et qui protège les autres. Bon. Ce que je pense, c'est que s'il y a des divergences entre les normes sociales selon les contextes, c'est pas grave. Les gens qui travaillent
en psychologie cognitive disent qu'on a acquis et incorporé toute une série de normes dont certaines sont contradictoires. Ce n'est pas un problème et de toute façon, on n'y peut rien en tant que personnel scolaire. Ce qu'on peut en tant que personnel scolaire, c'est travailler la réflexivité sur ces questions-là et puis protéger les élèves des atteintes à leur dignité qu'ils peuvent éventuellement éprouver à l'école, mais protéger aussi d'ailleurs les autres personnels. Dans notre dossier, vous verrez qu'on ne parle pas seulement des relations prof-élève, élèves entre eux, mais aussi des relations personnelles entre eux. Il y a aussi à travailler cette question de comment agir avec les collègues et comment les collègues peuvent agir vis-à-vis de chacun. Là encore, on revient à la dimension collective, systémique. Je vois que Luc Taral tout à l'heure dans le chat parlait d'éthique. Éthique professionnelle, oui, il y a de l'éthique professionnelle là-dedans, c'est évident. Oui, et sur cette question, enfin, j'ai souvent entendu dire les collègues dire combien ils ne se sentaient pas respectés par l'administration qui recevait des élèves qu'ils avaient exclus pour des propos irrespectueux, sans se rendre compte que à leurs propres blessures répondaient quelquefois, dans le bureau du principal ou du proviseur, du chef d'établissement, une autre blessure, celle de l'élève, et que cette personne était dans cette tension entre deux blessures à gérer, et que ce n'est pas un métier simple. Moi, je ne l'ai pas fait, je suis assez content. Marine, tu es praticienne, donc qu'est-ce que tu utilises comme outil pour travailler le respect entre élèves? Moi, je dirais qu'il y a des choses qui se travaillent en début d'année quand on pose le cadre un peu de la classe, et puis des choses qui peuvent s'utiliser tout au long de l'année. En début d'année, souvent, on travaille sur les règles de la classe. Et nous, quand on construit les règles, on se dit que le but, c'est que dans la classe, on puisse apprendre et que tout le monde se sente bien. Et à partir de là, il se décline des buts. Pour qu'on apprenne, il faut que ça soit calme. Qu'est-ce qu'on va fixer comme règle pour garantir le calme, etc. Alors, la façon de l'écrire, de le détailler est différente chaque année, mais bon, le fond est le même. Et donc, il y a ce préalable qui est posé. Le but, c'est qu'on se sente bien dans la classe. Donc, pour moi, il y a déjà là quelque chose qui est posé d'emblée comme un but de respect commun, et puis tout ce qu'on peut poser en début d'année comme ambiance de classe, un peu, que voilà, on n'est pas là pour écraser les autres, on est un peu une équipe, on va essayer d'avancer tous ensemble, et ça s'instaure par des jeux un peu coopératifs en sport, par des philofables, enfin il y a plein de petites choses pour essayer de poser cette idée-là. Je vais rapidement, je ne rentre pas dans les détails. Et puis en cours d'année, par exemple, il y a des outils. J'ai vu dans le chat quelqu'un demander si ça posait problème que les élèves se manquent de respect entre eux. Moi, je pense que oui, puisqu'on doit se sentir bien en classe pour apprendre et pour se sentir respecté. Donc, on a par exemple l'outil des messages clairs. Ça vient de la communication non violente, qui est un outil de communication pour tout le monde, mais qui est décliné pour être utilisé par des enfants. Donc, c'est une méthode très simple où on parle des faits qui nous ont embêtés, qu'est-ce que ça nous a fait comme émotion, qu'est-ce qu'on demande à l'autre, etc. Et avec ces outils, les enfants apprennent à gérer leurs conflits sans violence et à mieux. Et en faisant ça, ils apprennent aussi à se mettre à la place de l'autre, à entendre les émotions de l'autre. Et ça, c'est vraiment un outil qui développe de l'empathie et du respect. Et puis dans la classe, on peut organiser des conseils. J'ai vu que c'était cité aussi dans le chat. Dans un conseil régulier de la classe, une réunion de classe. Des conseils d'élèves, tu Des entends. conseils d'élèves, c'est Voilà. ça. Donc il s'agit, alors nous on le fait une fois par semaine, mais ça peut être différent. J'imagine que dans le secondaire, avec des heures de vie de classe, ça peut être fait un peu moins souvent, mais c'est possible. Donc des moments où on va parler de la vie de la classe, on va pouvoir élaborer si besoin des nouvelles règles en fonction des besoins, on va pouvoir faire des projets. Et c'est un moment où les élèves sentent vraiment qu'ils sont considérés comme des sujets dignes, enfin des sujets qui pensent, qui ont des besoins, qui ont des émotions et qui ont aussi leur capacité de proposer des choses, etc. Ils sont reconnus pour ça. Voilà, dans ce cadre-là du conseil. Les discussions philosophiques comme celles qu'on a eues sur le respect, c'est aussi un moment où les enfants se sentent reconnus dans cette capacité de penser.
Et puis pour finir rapidement, moi je pense que le respect, ça se montre aussi, c'est par l'exemple et le fait de se préoccuper d'autrui. Si on fait certaines activités salissantes dans la classe, on s'inquiète de est-ce que ça va être embêtant pour la dame qui fait le ménage. Si on fait du bruit, on se demande si ça dérange la classe d'à côté. Enfin, le fait de se demander et de montrer aux enfants qu'on se demande un peu l'impact de ce qu'on fait au quotidien, il l'acquiert en le voyant faire, quoi. Oui, c'est-à-dire que l'autre devient un interlocuteur valable, quoi. Dans sa parole, dans sa façon d'être et aussi dans sa simple existence, avec l'exemple que tu cites là, qui va nettoyer la classe à la fin. Enfin, il faut aussi respecter une personne qui n'est pas là. Guillemette, tu veux peut-être rebondir? Par rapport à ce qui se vit dans une classe de lycée, on est dans des schémas assez identiques au final, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se posent en début d'année. En quelques minutes, de toute façon, les élèves, ils ont déjà senti l'ambiance et le type de relation qu'ils vont pouvoir installer avec leur professeur. Donc, moi, je trouve que c'est de notre part à nous, c'est une grande vigilance, effectivement, pour vérifier, s'assurer que la manière de s'exprimer, la manière de marcher, la manière d'évoluer dans une classe ou de se comporter, on est le garant de ces attitudes-là. Donc, je trouve qu'il y a une continuité, en fait, hein, qu'on soit de l'école primaire jusqu'au lycée, sont un petit peu les mêmes outils et la même vigilance qui reste en place jusqu'à la fin, avec un degré de maturité supplémentaire de la part des élèves. Et peut-être qu'on aurait, nous, d'ailleurs, à gagner au lycée en réinvestissant un petit peu ces temps de réflexion qui se font à l'école primaire, parce qu'on considère peut-être trop souvent qu'ils sont acquis, ou on se laisse bousculer par les impératifs du programme et on ne laisse pas suffisamment le temps à l'échange. Ce qui fait que le respect entre élèves ou le respect en garant du prof, c'est par micro-gouttes qui se diffuse dans la classe. C'est-à-dire que tu dis que le respect, pardon, n'est pas une ligne entre deux individus. Oui, c'est un petit peu ce que je ressentais aussi lors de l'entretien. Il est une ligne entre deux individus, il y a une ligne entre le professeur, sa trentaine d'élèves et entre les élèves entre eux, mais il est aussi également une espèce d'ensemble qui se crée, hein, une espèce de maison qui se crée autour de toute cette communauté et qui va s'appuyer sur non pas uniquement ce qu'on pourrait qualifier comme le respect de base, à savoir la manière de se parler ou de se comporter les uns avec les autres, mais la manière de travailler ensemble, la manière de leur faire confiance aussi. Par exemple, de développer énormément l'autonomie des élèves. Ce sont des choses sur lesquelles j'avance de plus en plus, de développer des temps d'autonomie au sein de la classe. Je leur dis, là, c'est la session autonomie. Donc, pendant cette session d'autonomie qui peut durer 1 ou 2 heures, je leur demande de vous gérer votre temps, vous gérez votre espace, vous gérez vos outils intégralement. Donc, ils peuvent aller sortir, aller aux toilettes comme ils le souhaitent, quand ils le veulent. Pour moi, c'est une manière de les respecter parce que je leur montre que je leur fais confiance au sein de ce temps pédagogique qu'on intitule la session autonomie. Donc, il y a cette ligne qui est l'humain à l'humain, hein, la valeur universelle, mais il y a aussi le respect en tant que construction d'un... On est tous dans un véhicule, enfin un prof avec sa classe, il démarre au mois de septembre, il sait qu'il les a avec lui jusqu'au mois de juin et on est comme un gros camping-car ou un gros camping-car et puis on avance tous ensemble. Parfois ça brinque-balle, parfois ça fuse, parfois il y a des pneus crevés, mais au final on arrivera jusqu'au bout de l'année tous ensemble dans notre véhicule. Donc c'est un peu ça, c'est cette maison dans laquelle il va falloir cohabiter et se respecter effectivement. Et puis, ça se construit au fil de l'année. Enfin, je réponds, là, je lis un peu, pas beaucoup, hein, c'est écrit Luc Taral, et qui parle en fait, la dimension éthique. Je crois que le respect aussi, c'est se rendre compte du mal qu'on est capable de faire à l'autre et de sa capacité à se regarder faire et à dire stop. C'est ce que Jean Houry appelle la fonction -1. C'est-à-dire que ton attitude est insupportable, je suis capable d'être plus violent que toi, arrêtons là, sors ou va sur la chaise à réfléchir, va au fond de la classe, nous en parlerons plus tard. Parce que je sens à ce moment-là que je suis moi aussi capable de déraper. Et tout ça, ça se construit dans l'année, ça ne se met pas en place tout de suite parce que
Ce n'est pas un aveu de faiblesse de s'excuser. Je crois que c'est toi qui parlais de ça tout à l'heure, Guillemette. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Je suis toujours surpris du temps qui passe à toute vitesse dans ces webinaires. Je vous rappelle que vous pouvez vous référer au dossier et que cette heure un quart de webinaire n'est pas suffisante pour se former et que nous vous donnons des pistes, mais qu'il faut ensuite travailler vous-même. Julien, parmi les questions qui nous sont posées, il y a mais est-ce que c'est à l'école de faire le travail des parents? Avec sous-entendu, pas dans ceux qui ont posé cette question, mais souvent, les parents ne font plus leur travail, quoi. C'est à l'école de faire ce travail. Alors, est-ce que l'enseignant fait le travail des parents? Bah, alors, évidemment non, mais par contre, c'est à l'école de faire le travail de l'école. Et en fait, je voulais réagir, mais dans ce sens-là, sur ce que disait Guillemette, c'est-à-dire que souvent, moi je viens du secondaire, souvent quand on arrive au collège, on oublie un petit peu cette idée de continuer à apprendre des choses aux élèves de ce point de vue-là. Et tous les outils là dont parlait Marine, d'après moi, c'est des outils qui doivent continuer à être investis à ce moment-là. On a un petit peu tendance, me semble-t-il, justement, quand on adresse ce truc-là, est-ce que finalement, on ne fait pas le travail des familles, à oublier, en fait, toutes les études nous le montrent, que les familles, elles s'occupent finalement assez bien de leurs enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas parfois quelques familles qui sont dysfonctionnantes du point de vue éducatif, maltraitantes, etc. Mais en fait, on est toujours très étonné quand on s'adresse à une famille en disant « mais votre enfant est mal éduqué », de se rendre compte que le retour évident et tout simple, c'est de dire « mais à la maison, il se comporte très bien », parce qu'en fait, ce dont on parle, le respect que nous, on attend, qui aurait dû être construit dans la famille, c'est le respect à l'école, c'est le respect pour les camarades, au sein des groupes de pairs, c'est le respect pour les enseignants, mais en fait, qui évidemment ne peut pas être appris par les parents, puisque c'est un apprentissage qui est un apprentissage scolaire. Je pense qu'il y a ça derrière qu'on oublie systématiquement. Et donc là aussi, on est, comme je disais au début, complètement dans l'histoire du manque, c'est-à-dire se dire, ben voilà, oh, les parents n'éduquent plus correctement les enfants. En fait, je pense qu'au contraire, c'est intéressant d'essayer de reconnaître la compétence des parents de leur côté dans l'éducation des enfants et donc de se dire que nous, sur l'apprentissage du respect, on a des choses à faire, on a des choses à apprendre aux enfants qui sont en face de nous. Et juste, je voulais dire un truc aussi, parce que ça me semble bien de ne pas passer à côté. Je pense que dans l'apprentissage du respect, il y a aussi la punition. Hein, et que bien sûr qu'à un moment donné, les actes d'irrespect des élèves, eh ben, on a des outils qui sont des outils de reconnaissance de ce qui existe chez l'élève, mais dans l'idée de se dire qu'on punit pour apprendre. Et dans cette relation humaine, je pense que justement, lorsqu'on punit un élève, lorsqu'on le punit dans des perspectives d'apprentissage, on le reconnaît comme être humain. Ah oui, moi j'adhère totalement à ce que tu dis là. Enfin bon, on peut reconnaître la difficulté de l'élève familial, par exemple. On doit reconnaître aussi sa marque d'irrespect, son comportement asocial, aurait dit Winnicott, mais aussi on doit réparer. Et cette réparation peut passer d'ailleurs par une simple discussion, comme une punition, comme un renvoi, comme une exclusion, enfin vraiment à différents niveaux. Ben, j'ai l'impression que tu as du travail sur le chat maintenant. Et juste, moi, je voulais rajouter qu'il y a un article dans le Marine. dossier sur le… Pardon. Hein, non, je t'en prie. Il y a un article sur l'échelle des sanctions éducatives, justement, qui répond à quelles sont… C'est toujours la question, quelles sont les sanctions qui sont constructives, qui vont faire avancer l'enfant et qui ne sont pas là juste pour qu'ils se sentent mal d'avoir fait… Enfin, voilà. Et je trouve que c'est pertinent de réfléchir à quelles sont les sanctions qui font avancer, quoi, qui sont… Et du coup, je pense qu'on pourrait dire effectivement qu'il y a des sanctions et des punitions qui sont respectueuses de l'enfant. Et qu'en ayant la préoccupation du respect de l'enfant, de l'adolescent lorsqu'on punit, on a un petit peu déjà une réponse à cette question de savoir quelles sont ces punitions, ces sanctions qui font avancer. Oui. Et d'autres sanctions qui ne sont pas respectueuses de l'enfant, je pense. Ben, prends la parole très vite, sinon… Oui, beaucoup de discussions évidemment dans le chat sur… alors on tourne autour évidemment voilà, des outils, des dispositifs, etc. qui permettent de travailler cette dimension, cette notion de respect, mais il en ressort quand même, il me semble, dans les discussions là qu'on peut lire, il y a quand même toujours un flou sur cette définition, parce qu'a priori, voilà, il y a une discussion autour du terme de représentation. Qu'est-ce qu'on met derrière
derrière ce mot respect. Et quand les élèves de tout un groupe, toute une classe n'y mettent pas, de par leur histoire, de par leur culture, de par leur parcours, de par leur éducation, n'y mettent pas la même chose, comment on arrive à un consensus, à quelque chose qui fasse groupe, quoi, qui fasse que ce respect justement soit mis en place et dans le groupe classe. Moi, je pense sincèrement qu'il faut se mettre en tête que dans la classe, le respect n'est pas le même que celui qui est à l'extérieur. J'entends par là, il ne s'agit pas de dire qu'on peut s'insulter, etc., mais les buts ne sont pas les mêmes. Le respect, c'est aussi un mode d'apprentissage, un mode de mise en place des possibilités d'apprentissage. Et penser qu'on va avoir le même type de comportement d'un élève chez lui ou ce qu'on aimerait qu'il soit chez lui et dans notre classe est un leurre. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Françoise, peut-être? J'avais envie de renvoyer la question à Marine, parce que justement, Marine? après son débat, Vas-y, Françoise. après ton débat, Marine, sur ces questions-là du respect, comment on est en classe et à l'extérieur, et quelles sont les attentes qu'on a, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue des retombées je sais pas, sur la règle de vie dans la classe, ou est-ce que ça a eu est-ce que c'est eu des retombées directes? Comment est-ce que tu es retombé sur tes pieds de classe là-dedans? Je pense que dans ces débats, même si certains enfants ne vont pas changer d'avis du tout au tout sur le moment, ils entendent quand même, voilà, quand on dit oui, mais alors si pour respecter quelqu'un, on attend que d'abord il nous respecte, comment on commence finalement? Ça ne marche pas. Donc, voilà. Bon, ils entendent, et puis on s'arrêterait jamais d'être en guerre finalement si on était tout le temps là-dedans. Bon, il y a quand même une espèce de consensus qui se crée. Voilà, après, dans la vie de la classe, ça fonctionne. C'est difficile de dire exactement qu'est-ce qui est lié au fait qu'il y ait eu ce débat ou pas dans le fonctionnement de la classe. Mais oui, dans l'ensemble, ils sont quand même arrivés à cette idée que c'était plus simple d'avoir un respect d'emblée des autres. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment à réfléchir en termes de formation des enseignants sur cette question, quoi. Comment le respect étant une exigence non seulement des profs par rapport aux élèves, mais de notre éthique professionnelle, et caractéristique toute une posture, de tout un système, en fait. Comment est-ce qu'on forme les enseignants, les jeunes enseignants, ou les autres personnels aussi, bien entendu, et puis aussi la formation continue. Nous, pour faire ce dossier avec Julien, on avait compté sur des retours de nos collègues qui enseignent l'EMC. Et on n'a pas eu ces retours. Manifestement, le respect, c'est le parent pauvre de l'EMC actuellement, même si c'est le 4e apprentissage désigné par M. Blanquer, ce n'est pas véritablement le premier souci des gens qui enseignent l'EMC, manifestement, même si ils aimeraient peut-être faire quelque chose. De notre dossier, ce qui ressort, c'est que les outils, les analyses, elles existent. Ici, dans la discussion, on n'a pas été très approfondi sur le sens du respect, sur le sens philosophique, mais il y a des éléments dans le dossier, puis il y a des pistes pour prolonger. Donc, les outils, ils existent, les analyses, elles existent. La formation, pour l'instant, elle est vraiment très limitée. Et du coup, ça pose la question de où est-ce qu'elle peut se placer. Il est évident que tant que le concours reste ce qu'il est, il n'y a pas tellement de place pour une formation plus approfondie au respect. Il y a la connaissance des outils, où est-ce qu'elle va pouvoir se faire, je ne sais pas trop, la construction de séquences complexes pour aller dans le sens de l'utilisation des fiches qu'on a mises dans le dossier. Je ne sais pas non plus trop où elle se fera. En tout cas, en formation initiale, ce n'est pas du tout évident. Peut-être pour les PE, ça l'est plus, parce qu'il y a quand même davantage une globalisation de la formation initiale. Pour les PCL, elle est segmentée en disciplines. Et est-ce que les historiens géographes, auxquels revient assez souvent l'enseignement et la formation en EMCS, qui seront la possibilité de faire ça, c'est incertain. Je vois aussi l'importance de la formation continue, du coup, pour ces questions-là, et l'intérêt pour une équipe
dans un établissement de se dire qu'on peut faire quelque chose là-dessus et qu'on a envie de le faire, quoi. Ceci dit, une fois que le projet est là, la solution est presque tout de suite, quoi. Le problème, c'est de faire venir le projet. Ce n'est pas si évident que ça. Oui, et je pense aussi que j'ai un problème d'écran. Je suis désolé, j'ai touché sur quelque chose et Nous, on te voit. voilà. Voilà. Euh, Marine, dans l'exemple en fait, ce sont des discussions, des DVDP, des discussions à visée philosophique et démocratique que tu fais. C'est ça, hein? Oui, à peu Oui. près. Ouais. Donc, c'est un système qui met en place un cadre très, très exigeant de présidence, de prise de notes, de distribution de parole et tout ça. Et le simple respect de ce cadre est formateur pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir d'autres élèves attendre leur tour de parole et ils s'aperçoivent alors que cette parole est, comment dire, est protégée et elle peut advenir sans crainte, je pourrais dire. Et d'ailleurs, Julien, j'aimerais bien que tu réagisses là-dessus parce que je dois mettre très prochainement, je travaille sur un article qui m'a été envoyé par un professeur de SECPA au sujet d'un petit film que ces élèves ont fait pour dire, mais attendez, nous ne sommes pas les bêtes fauves qu'on veut bien enfin, comme on nous représente depuis quelques mois. Voilà. Et il peut y avoir aussi, en fonction de la classe, de l'origine, de la classe sociale, de l'origine, un rebond, pardon, un, un irrespect institutionnel ou social considérable. Julien. Et effectivement, et ça dépasse les SECPA. Enfin, il y a une demi-heure, je discutais avec un étudiant qui me disait qu'il était dans un établissement où la section de SECPA était à 5 km de l'établissement, en fait, en dehors des murs. Et que ça générait en fait des problèmes de violence, etc. Mais évidemment qu'on a un certain nombre d'élèves à qui l'institution démontre qu'ils ne les respectent pas. Donc, que ça soit des élèves dans certains quartiers qui se voient de toute façon ségrégés de manière très claire, qui se voient regroupés par catégorie sociale, par ethnie, etc. Dans des établissements, on connaît bien la situation de Marseille, ou dans des écoles qui sont extrêmement dégradées. Bref, des situations, des contextes où l'institution exprime de manière très claire aux élèves et au personnel, parce qu'il faut le dire aussi de cette manière-là, des formes de mépris. Et donc, effectivement, le premier élément qui me semble essentiel pour qu'on puisse développer des relations respectueuses à l'école, c'est de respecter les élèves et de respecter que l'institution respecte les élèves et respecte aussi ses personnels. Parce que je pense qu'on a vécu des séquences dans lesquelles, effectivement, il y a eu toute une série de choses qui ne mettaient pas les personnels dans une situation de respect de la part de l'institution de manière globale. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, je pense que ça soit pour les SECPA ou pour certains élèves, le premier élément de respect à adresser, c'est l'institution qui doit respecter l'ensemble de ses élèves et de ses personnels pour les mettre dans une situation qui soit une situation d'apprentissage de ce respect. Oui, et la construction du respect n'est pas une chose simple, je pense, Guillemette. Je pense à ces nouveaux professeurs. Moi, je me revois jeune professeur de musique, terrorisé par ce qui pourrait m'arriver en tant que jeune professeur de musique. Je savais ce que j'avais fait à mon professeur de musique et il était hors de question que ça m'arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes enseignants? Comment ça se construit, ce respect, Guillemette? Moi, alors déjà, je voudrais, par rapport à ce que on entendait tout à l'heure au sujet de l'EMC, je pense qu'on ne forme pas, on n'éduque pas au respect, mais on forme par le respect, par l'exemplarité, par l'attitude. Je suis pas très, enfin, je pense pas que le respect en tant qu'objet théorique puisse devenir un objet de savoir au sein des classes, et que, en tout cas, c'est plutôt comme ça que je le réfléchis, l'idée qu'on enseigne par le respect. Par rapport à un jeune professeur, comment apprendre à
Excuse-moi, Jean-Charles, la question, c'était exactement pour le jeune professeur. Comment se construit comment ça prend ce respect et comment ça se construit pour un jeune professeur? Voilà. Alors moi, il me semble que dans une démarche que je pourrais identifier, c'est que la première chose, c'est de se respecter soi-même et d'accepter ses propres limites et de ne pas tomber dans la culpabilité et d'accepter que ça prend du temps. Je pense qu'il y a vraiment une dimension essentielle dans ce processus d'acceptation. Je ne pourrais pas y arriver en une semaine, en un mois ou voire même en un an, mais que voilà, la temporalité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle permet de mûrir et de maturer aussi les processus. Et donc, c'est l'idée d'accepter ses propres limites. Ensuite, dans un deuxième temps, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense qu'il faut être très au clair sur le périmètre de la relation et sur sa propre légitimité. Beaucoup de jeunes enseignants que j'ai pu moi-même observer ou quand j'étais moi-même enseignante, on a cette problématique de la légitimité. Et quand on ne se sent pas légitime, forcément, les élèves sentent la faille et donc ils vont venir questionner et tambouiner et essayer de faire basculer la personne. Donc, très au clair sur ce périmètre, en sachant qu'en jouant bien de ces deux aspects, il y a la désymétrie, elle est assumée, institutionnalisée, et en même temps, il y a l'égalité face à l'individu. Et le troisième point qui, pour moi, est encore plus essentiel que tous les autres, c'est celui de la démarche réflexive et de la mise à distance. Et qu'on ne peut pas avancer sur cette question du respect si on n'a pas déjà un petit peu en soi ce doute fécond, alors pas le doute destructeur, celui qui fait qu'on s'en veut, mais le doute fécond qui fait qu'on se pose des questions sur soi-même et on accepte de se remettre en cause. Et ça, c'est aussi difficile au début de se remettre en cause, parce que très souvent, on a tendance à trouver le bouc émissaire, c'est la faute de l'élève, c'est la faute des conditions matérielles, c'est la faute de ceci. Donc accepter qu'on fait partie du processus et qu'on est perfectible et que on peut donc, on doit rentrer dans cette démarche réflexive et toujours se poser la question, ça c'est aussi des choses que j'ai apprises en formation, se poser la question derrière l'acte qui vient de se produire, derrière l'incident, derrière le cri, derrière l'événement qui vient de se produire, en fait, qu'est-ce qui s'est joué, quels sont les enjeux. Et ça permet vraiment de prendre du recul et c'est formidable comme outil parce qu'on dédramatise, on déculpabilise et on voit la relation comme un processus, comme un apprentissage en construction et non plus quelque chose de purement émotionnel, de purement affectif qui a sa part. Il faut entendre les émotions, mais il faut ensuite savoir prendre sa distance. Moi, ce serait un peu les trois éléments. Voilà, se respecter soi-même, être très au clair sur le périmètre de la relation et intégrer au quotidien une démarche réflexive et sur une démarche réflexive. Voilà. Oui, je pense à c'est une thèse, je crois, qui n'a malheureusement pas été éditée de Martine Lacour, qui réfléchissait à une élève de SECPA qui explosait en cours chaque fois qu'il faisait des mathématiques en cours. Et un jour qu'elle en a eu assez, elle l'a interrogée et l'élève a répondu de façon finalement très, très intelligente. Vous savez, mon père nous a divisés. C'est-à-dire que ce qui se joue, j'abonde complètement dans ton sens, et quelquefois en dehors de la classe, et quelquefois dans le lien à ce qui est en train de se passer dans la classe et à la vie personnelle, et la difficulté pour un jeune enseignant qui essaye de tout voir alors qu'on ne peut pas tout voir. Alors qu'il faut savoir fermer les yeux par moment, parce que ça ne nous est pas destiné, ce n'est pas une marque d'irrespect. Voilà, pour vous dire qui était Robert, qui m'a tant embêté en début de carrière. Robert était un élève que j'ai exclu assez violemment, qui est venu m'insulter ensuite en cours en me disant que c'était moi le fautif. Et effectivement, en sortant de classe pour la dernière fois, il m'a dit « Et je ne m'appelle pas Robert ». Et je me suis aperçu que Robert était le prénom de mon père, en fait, et que c'était mon père qui me cassait les pieds, non pas Robert, et c'était terminé. Depuis 40 ans, un élève se demande pourquoi il n'a pas été exclu de l'établissement alors qu'il avait dit telle chose à son enseignant. On apprend beaucoup de choses. Et ça, vraiment, ce sont les pièges dans lesquels on tombe quand on est jeune enseignant, vraiment. Il faut des années pour faire un prof qui puisse réfléchir. Ben, une courte dernière intervention, ensuite on va regarder des dessins. Alors oui, je voudrais rebondir du coup sur, parce que tout ça a été dit, et sur l'institution en fait, c'est-à-dire quand les enseignants ressentent un manque de respect dans leur travail de la part de l'institution, qu'est-ce que c'est ce manque de respect? Est-ce que c'est un manque de considération, un manque de reconnaissance? Qu'attendent les enseignants de l'institution en termes de respect? Oui, je dois dire que
une des choses qui peut servir les enseignants et qui, alors là, Françoise, on en est loin en formation, malheureusement, et dans le suivi de formation, c'est l'analyse de la pratique, quoi. On doit pouvoir avoir un retour réflexif par d'autres sur sa propre pratique. Et là, je vous renvoie à des associations comme l'AXAS, par exemple, l'Association des groupes de soutien ou soutien, qui fait un travail remarquable là-dessus. On va regarder un dessin, parce qu'il y a dans le dossier des dessins, et ce dossier, c'est Fabrice R. On peut dire aussi que le CRAP, dans les rencontres d'été, fait ça, de l'analyse des pratiques et le retour sur les pratiques. Tout à fait. Et vous vivez dans les rencontres d'été du CRAP cahier pédagogique, vous vivez des situations de respect. Enfin voilà, des exemples de vous êtes respecté en tant que sujet, en tant que personne pensante et interlocuteur valable. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais vous demander tous les quatre si vous voulez bien réagir à des dessins de Fabrice R, qui est un excellent dessinateur, vraiment remarquable. Alors voilà le dessin. Éduquer au respect. Voilà, le respect à témoigner ne devrait-il pas être inversement proportionnel à la taille de la personne qu'il reçoit? Le prof de maths a déjà abordé cette question, on dirait. Respect adulte-enfant. Est-ce que vous voulez réagir, sachant que je m'aperçois en vous projetant le dessin que ce n'était pas celui que on avait prévu? Moi, je veux bien réagir tout de suite parce que c'est quelque chose qu'on a finalement beaucoup dit et qui s'articule avec ce que disait Guillemette, c'est que, enfin, ou se rajoute à ce que disait Guillemette, je dirais, c'est que effectivement, dans cette réflexivité, etc., il faut toujours avoir conscience quand même que on est l'adulte, en fait, et qu'en face de nous, on a des enfants qui sont fragiles, qui sont petits et auxquels on doit, pour redire quelque chose que j'ai dit au tout début, un respect absolu parce qu'effectivement, ils sont dans cette situation de vulnérabilité et d'apprentissage. Oui. Françoise, tu veux réagir sur ce dessin qui n'est pas le bon? Non, je le vois, mais je n'ai pas de réaction particulière. Guillemette? Moi, j'avais une réaction sur l'autre. Alors, écoutez, je suis désolé, je vais essayer de le retrouver. Mais... Moi, je veux bien dire un mot si tu veux. Vas-y. Non, je n'ai pas l'autre, je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Cette question de l'asymétrie entre enfants et adultes, elle a été abordée dans cette fameuse discussion philosophique qu'on a eue en classe. Plusieurs élèves ont posé la question, mais est-ce que c'est vrai et pourquoi est-ce qu'on devrait plus de respect aux adultes que le respect qu'eux nous doivent? Avec donc ces deux niveaux de réponse qui étaient ceux qui disent oui, mais c'est parce qu'ils sont plus forts que nous et que s'ils veulent, ils nous mettent une tarte dans la tête. Et donc ça, c'est se faire respecter. Et ceux qui avaient très au clair, la majorité, qui disaient oui, mais parce que les adultes, c'est eux qui savent ce qui est dangereux ou pas, c'est eux qui nous protègent et c'est normal. Enfin voilà, avec quelque chose de plus élaboré. Et effectivement, moi j'entends des collègues parler du respect de l'adulte avec un grand A comme quelque chose de spécifique. Et moi, je ne ressens pas ce besoin-là. Je veux que mes élèves me respectent, mais comme personne. Alors, c'est acquis qu'on a une relation différente, mais effectivement, il y a une espèce de relation de respect qui serait de domination un peu, qui ne met pas très à l'aise, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce dessin à nouveau qui n'est pas le bon? Il n'y voyait vraiment pas une marque d'irrespect. Alors, je vais vous poser quelques questions en rafale. Par exemple, Françoise, ce sont des questions de choses qui reviennent souvent. Donc, réponse courte. Françoise, est-ce que le respect ne va plus de soi? Ah ouais, c'est l'illusion du passé, effectivement, que Luc Pral, d'ailleurs, souligne très, très bien dans son article, dans ce dossier, l'illusion que le passé serait meilleur, qu'on n'aurait jamais connu ça avant, etc. En fait, évidemment, c'est une illusion complète, fausse. Les clivages, les élèves mal élevés, sales, etc., qui n'obéissent pas, on les a connus précédemment. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, maintenant, on les garde, comme disent certains. Oui. Ils sont là, on ne peut pas les chasser. On est obligé de les garder. On est obligé de les avoir. Donc ça, c'est nouveau, effectivement.
Mais je dirais qu'aussi les formes de la divergence, de la pluralité, ce que tu soulignais tout à l'heure, Jean-Charles, ça aussi, ça a changé. Et à quoi tout à l'heure aussi, Julien faisait allusion, on a maintenant des formes de clivage en fonction des origines des élèves, de leur couleur, de leur religion, des formes de clivage que à l'école on dit assez facilement, mais ça compte pas. On les regarde pas, on les voit pas. C'est le fameux aveuglement républicain sur ce genre de différence. Et en réalité, quand on regarde de plus près ce qui se passe à l'école et la façon dont les uns et les autres parlent de ce qui leur arrive, on s'aperçoit que ces frontières-là, elles existent, qu'elles travaillent même assez profondément le quotidien de l'école et même sa forme de notre réseau, avec comme la ségrégation raciale très marquée dans le réseau, en tout cas de certaines villes, le réseau scolaire de certaines villes. Donc je crois que ça, c'est quand même un point à soulever sur cette question du respect. Est-ce que tout le monde est respectable? Philosophiquement, oui. Mais Ah oui. dans la réalité des relations, il y a quand même très très forte hiérarchie et dont il faut prendre conscience et sur lesquelles il faut réfléchir. Oui, merci Et Julien. c'est le On va défi. essayer de… Oh non, Alors, ce sont des questions courtes, réponses courtes. bon, Parce que je suis désolé, parce qu'en fait, il est déjà… oui, on est très avancé. Et puis comme ça, les gens iront voir le dossier. Là. Voilà, il faut lire ce dossier magnifique. Julien, est-ce que le manque de respect, c'est le chahut? Alors, pas obligatoirement en fait, parce que il peut y avoir une classe qui soit tout à fait silencieuse et qui ne respecte pas du tout l'enseignant, parce qu'elle ne l'écoute pas, parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'il ne se passe rien du tout. Et il peut y avoir un chahut qui finalement soit pas un manque de respect pour l'enseignant, j'allais dire. Donc, non, pas obligatoirement. Et par contre, il me semble que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le chahut, ça doit être un outil, ça doit être quelque chose qui doit nous engager sur une forme d'erreur dans laquelle se construit la classe, etc., pour justement en faire un levier d'apprentissage et se dire que bah, comme les élèves, on a parlé de savoirs fondamentaux, les élèves font des erreurs en mathématiques, font des erreurs en français, ils font aussi des erreurs dans la manière de manier le respect d'autrui. Et heureusement, en fait, qu'ils font des erreurs parce que sinon, on ne leur apprendrait pas. Oui, on a parlé tout à l'heure de la méthode de la préoccupation partagée, et dans cette méthode qui est mise au point par Marie Cartier et Jean-Pierre Bellon, il y a aussi ce problème des collègues chahutés dont il faut s'occuper. Et c'est une forme de respect pour eux, il faut que l'institution s'occupe d'eux, et il y a des choses à faire formidablement intéressantes là-dessus. Marine, toujours en cours, est-ce que les parents, c'est toujours un problème? Alors, les parents peuvent être une solution. Non, très rapidement, quand on voit un enfant qui a des problèmes de comportement, etc., on va très vite penser que derrière, il y a un problème éducatif, que c'est de la faute des parents, etc. Je trouve que d'une manière générale, on a une rapidité à juger la parentalité. Enfin, c'est comme dans un magasin, quand on voit un enfant faire un caprice, on va toujours trouver que les parents s'y prennent très mal. Je sais pas, enfin, en tout Oui. cas, voilà. Si on aborde les parents en commençant par des conseils, par des reproches ou des choses comme ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Si on est d'abord dans une rencontre, si on peut partager notre préoccupation par rapport à un enfant pour en faire une préoccupation commune, mais sans être… voilà, donc il y a un article dans le dossier qui parle de ça et qui décrit très précisément qu'est-ce que c'est un discours où on va être en position de domination, si on donne tout de suite des conseils, si on décide de quoi parle la conversation à chaque moment, etc. Ou est-ce qu'on va être dans une rencontre et une réflexion commune? Et là, on va être ensemble la solution pour l'enfant et non pas le problème. Merci Guillemette. Est-ce que se faire respecter, c'est tyranniser? Évidemment, mes questions sont toutes rhétoriques. Alors, j'ai eu envie de faire ma prof au début et de dire, de me référer au tyran du 5e siècle avant Jésus-Christ dans le monde grec, qui était cet autocrate parfois éclairé. Mais bon, en fait, non. Est-ce que se faire respecter, c'est tyranniser? Moi, je remplacerais tyranniser par est-ce que se faire respecter, c'est assumer. Assumer sa place, assumer ses limites, assumer la relation et assumer le projet. Voilà.
Moi, ancien professeur de musique, je peux vous dire que les cours de musique silencieux m'inquiétaient beaucoup. Les miens, non. Les miens n'étaient pas silencieux puisqu'il y avait de la musique et puis il y avait par moments du bruit quand il fallait provoquer les élèves. Mettez en voix des élèves en leur faisant croire qu'ils sont dans le chahut et c'est quelque chose qui était jouissif à faire. Il est temps maintenant de clore ce webinaire. Je voudrais vous remercier tous les 4. Ben, aussi de votre présence. Ça fait aussi du lien entre les auteurs, les coordos, parce qu'en fait, on ne se voit pas la plupart du temps quand on coordonne un dossier avec les auteurs, puisqu'on vient de toute la France, quelquefois de Suisse, de Belgique, voilà, et d'ailleurs, du Québec. Donc, merci à vous de votre présence, c'est important. Je vous rappelle qu'il existe une bibliographie commentée et une cytographie comprenant donc des références, des albums qui peuvent vous aider, que les cahiers pédagogiques est une revue associative, qu'elle paraît par le travail de beaucoup de personnes, qu'il est important que vous vous y abonniez, si vous pouvez, que vous achetiez les cahiers pédagogiques, surtout qu'il y a maintenant ces offres en ligne. Allez voir nos nouvelles offres, vraiment, c'est formidable. Faites-nous connaître, adhérez, militez, rejoignez-nous. Vous pouvez écrire dans les cahiers. Ce sont des collègues, beaucoup, qui écrivent et nous pourrons faire un accompagnement à cette écriture. Notre prochain webinaire sera un débat éducatif. Il aura lieu samedi prochain, le 1er octobre à 11h. Vous pouvez toujours vous inscrire sur notre site. Il aura pour thème le livre Décapant de Philippe Champy et Roger-François Gauthier aux éditions EFS. Contre l'école injuste. Ça, je vous recommande ce livre. C'est vraiment remarquable. Je l'animerai avec Assagori, qui d'ailleurs va faire une synthèse de ce chat que vous pouvez tout de même, puisqu'il y a de très très nombreuses références. Assa fera une synthèse qui sera mise sur le site des cahiers pédagogiques très prochainement. N'oubliez pas non plus nos podcasts, La classe résonne. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à tous. Au revoir.